Bonjour, j'aime le miel et vous souhaite la bienvenue. Je profite de la réception d'une commande de la part de mon fournisseur de matériel apicole pour vous parler un peu du matériel que j'utilise ici, donc notamment les ruchettes ou les ruches. Le fournisseur que j'ai sélectionné pour le matériel bois principalement, donc pour les ruches et les ruchettes, c'est donc le plus grand fournisseur de matériel apicole en Espagne. Je n'ai pas spécialement l'intention de citer son nom. Je n'ai pas de partenariat avec lui. Moi, si ce matériel vous intéresse, je vous invite à rechercher magasin d'apiculteurs en Espagne. Vous devriez le trouver dans les tout premiers référencés sur Google. Donc là ici j'ai commandé des ruchettes pour mes élevages d'été, donc en juin, juillet. J'ai sélectionné du matériel en bois parce que les essaims vont passer l'hiver dans ces ruchettes. J'ai également des ruchettes polystyrène mais que je ne préfère pas utiliser pendant les hivers, de crainte de me faire attaquer les essaims à l'intérieur des ruchettes par les rongeurs et également de me faire grignoter les ruchettes en polystyrène par les oiseaux. Donc j'ai commandé deux types de ruchettes, des ruchettes 5-4 qui sont celles-ci et des ruchettes 6 cadres ici. Donc je les ai commandées 5 et 5 parce qu'il faut reconnaître que ce fournisseur a du bon matériel, mais les frais de port peuvent vite être assez élevés et donc dans ces cas-là il faut savoir regrouper les achats pour minimiser les frais de port ou minimiser l'impact de ces frais de port par matériel. Les ruchettes 5 cadres ont un prix d'autour de 40 euros, c'est chez fournisseur, hors frais de port, et les ruchettes 6 cadres, un prix autour de 57 euros. Je trouve que le matériel fourni par ce fournisseur est vraiment de bonne qualité en termes de qualité de bois. C'est un bois assez dense, assez lourd. Alors c'est un inconvénient, le poids, quand il s'agit de les déplacer, mais au niveau de l'isolation, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Également au niveau des assemblages, ici on est sur des assemblages à tenons, hein, qui est un coût beaucoup plus élevé en fabrication que les assemblages mi-bois, mais qui ont une durée dans le temps beaucoup plus importante, hein, puisque le bois ne se déformera pas, il n'y aura pas de décollement des parois pendant les hivers ou pendant les variations de température ou d'humidité. J'ai également profité de cette commande pour acheter des nourrisseurs. Donc là ici ce sont des nourrisseurs en plastique que je vais passer en test. Euh, Encore une fois, hein, le choix de ces nourrisseurs en plastique, hein, c'est principalement un terme de coût. J'ai plus les chiffres en tête, mais on doit être autour de 7-8 euros le nourrisseur plastique, en comparaison avec les nourrisseurs bois, autour d'un coût de 20 euros l'unité. Bon, j'ai déjà décelé quelques inconvénients, mais on va voir comment passer au-dessus de ces inconvénients. Voilà, je vous invite à venir avec moi à l'intérieur de ces ruches pour voir de quoi sont composées ces ruchettes et voir les avantages, inconvénients, ainsi que les modifications que je vais leur apporter pour correspondre à mon mode de conduite des ruchettes. Bon, passons maintenant au contenu de chacune de ces ruchettes. À noter donc que depuis le début de mon travail en apiculture, donc en termes d'apiculture loisir, j'ai choisi donc le format de ruche et de ruchette le plus commun en France, c'est-à-dire le format d'Adam. C'est un point important sur lequel il faut être vigilant quand on commande du matériel étranger. Donc j'ai vu ça en Espagne ou en Italie également. Il faut commander le bon format d'Adam. Il existe deux formats d'Adam. Donc en France, on parle de d'Adam tout simple, mais c'est du Dadan européen ou français. Et il existe également le Dadan US, dont le format des cadres est différent du Dadan français. Donc, quand on commande du matériel étranger, faire attention au format du Dadan et bien prendre ce qu'on appelle le Dadan Blatt. Donc, ces ruches sont au format Dadan Blatt. Il existe d'autres formats. On peut penser au format Varet, qui est une ruche un peu plus cubique, au format Langstroth, dont je ne connais pas spécifiquement les dimensions. Également des ruches un peu plus atypiques, comme les ruches kenyanes horizontales. Moi, je vous invite, quand vous avez sélectionné un format de ruche, à toujours rester sur ce format de ruche. Donc moi, en l'occurrence ici d'Adam, ce qui permet d'échanger les cadres entre les ruches. Quand on a une ruche un peu faible en saison, on peut lui apporter du couvain.
Quand on veut faire des divisions, c'est tout à fait facile de mélanger des cadres d'une ruche et d'une autre lorsque l'on fait une division pour réaliser des essaims. Donc bien attention, format d'Adamblatt, hein, c'est le format qu'on retrouve en France, qu'il faut bien spécifier lors de l'achat à l'étranger, notamment en Espagne et en Italie. Regardons un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de la ruche 5 cadres. Donc on a un toit qui est clipsé, doublé ici en bois, donc avec une très bonne isolation. Mais tout de suite on se rend compte qu'au-dessus, là, ici, il n'y a pas de couvre-cadre. Donc il va falloir penser à rajouter un couvre-cadre, parce que le risque, ici, si on ne met rien entre le toit et les cadres, c'est que les abeilles construisent de la cire entre le toit et le cadre, et qu'on n'arrive plus à décoller du tout le toit après un hiver. Donc ici, hein, simplement rajouter un petit bout de contreplaqué ou un petit bout de planche de bois qui servira de contre-cadre, et en profiter donc pour mettre une petite isolation sur ce couvre-cadre. Alors à l'intérieur, donc on a les 5 cadres. Alors la particularité de cette ruche et la particularité de ma conduite en apiculture, c'est que j'utilise pour le support des cadres, ici à l'intérieur de la ruche, ce qu'on appelle des bandes lisses. C'est-à-dire que, on verra sur la ruche suivante, on peut avoir des ruches à crémaillère. Donc l'objectif, c'est d'avoir un écartement continu entre les cadres pour pouvoir laisser passer 2 à 3 abeilles entre les cadres. Donc quand on utilise des cadres, des supports ici à bande lisse, on doit utiliser des cadres qui sont dits des cadres Hoffman ou des écarteurs de cadre type Hoffman. Donc quand on regarde un peu le cadre ici, pardon, on voit ici qu'il y a un épaulement sur le cadre. Voilà, ici on voit l'épaulement sur le cadre qui permet d'assurer l'écartement. Alors concernant ces cadres, cette ruche fournie en bande lisse, elle est fournie directement avec des cadres Hoffman qui ont l'air plutôt bons. C'est des cadres qui sont plutôt droits. Ce fournisseur a tendance à utiliser des fils assez épais. Donc au niveau de la mise en place de la cire, hein, on va générer une assez forte tension, donc il va falloir faire un petit peu attention lors de la mise en place de la cire. Donc ici je n'ai pas de modification particulière à apporter à cette ruchette puisqu'elle est déjà en bande lisse et les cadres sont déjà des cadres Hoffman, donc qui correspondent à mon mode de conduite en apiculture, donc sur bande lisse et avec un écartement assuré par ces épaulements. Pourquoi j'utilise des bandes lisses, hein, vous avez dû le voir au cours des vidéos, ça me permet de déplacer les cadres assez facilement. Par exemple, si je veux venir consulter uniquement un cadre central, donc celui-ci, je prends mon lève-cadre, je fais glisser les cadres directement sans avoir à les soulever, je décale le cadre ici et là, et je peux venir prélever le cadre directement sans avoir à soulever plusieurs cadres. Pareil, au moment de la fermeture de la ruche, hop, je redécale tout. Si j'ai la partition à mettre, je remets la partition et ça me permet donc de travailler assez facilement en limitant le risque d'écrasement d'abeilles, en multipliant les déplacements de cadres. Petite remarque sur la finition de ces cadres Hoffman dans ce fournisseur. Les clous sont pas bien plantés, il va falloir les retendre. Les fils sont pas bien tendus non plus, donc il va falloir les retendre également. Replanter les clous, les déformer et puis refaire une tension des fils. Bon, c'est pas beaucoup de travail, mais c'est vrai que ces cadres-là ne sont pas d'une excellente finition. C'est un peu l'inconvénient de ce fournisseur sur l'ensemble des cadres. Les cadres sont vraiment pas parfaits. Ici, la ruche intègre une porte d'entrée qui sert de fermeture. Je vais probablement la conserver puisqu'elle va me servir en plus de planche d'envol. Mais par contre, je vais sûrement rajouter une porte intermédiaire, notamment lors du risque de prédation du frelon asiatique, pour pouvoir mettre ici à la place, hein, ici, une porte anti-frelon qui empêche le frelon de pénétrer à l'intérieur de la ruchette. Il n'y a pas de véritable planche d'envol, donc sûrement que je mettrai une vis ou un clou pour que ce plateau ici serve de planche d'envol. Ça sera l'une des modifications à apporter. Et puis surtout l'ajout ici du couvre-cadre, hein, pour éviter que les cadres collent au toit et que je ne puisse plus ouvrir les ruches. Ici donc la seconde ruche 6 cadres. Le toit est un simple toit tôle.
ici, et celle-ci fournie avec un couvre-cadre directement. Donc ce couvre-cadre, hein, je vais simplement lui apposer ici un isolant. Et puis il sera utilisé directement comme ça, pas besoin d'isoler plus le toit. Le fournisseur propose d'office des cadres droits avec des crémaillères. Donc ça, c'est pareil. Je vais retirer ces crémaillères. Donc ces crémaillères, hein, ces crémaillères permettent de garantir l'espacement entre les cadres ici. Mais l'inconvénient, c'est quand on veut venir consulter un cadre au centre, et ben, soit on arrive à le soulever directement, mais avec la cire, les abeilles, ça peut devenir compliqué. Ça nécessite de décaler les cadres petit à petit pour pouvoir venir chercher le cadre qui nous intéresse. C'est pour ça que je ne travaille pas trop avec des cadres à crémaillère et je préfère travailler avec des cadres sur bande lisse en format Hoffman. Donc ce sont des cadres droits. Les fils sont relativement fort tendus, ce qui a pour conséquence sur pas mal de cadres d'avoir des cadres qui sont un peu déformés. Donc je vais vous en trouver un pour le voir. Donc c'est un peu l'inconvénient de ce fournisseur. Ici, on voit, hein, ici le cadre est un peu bombé ici, un peu déformé. Alors c'est pas le pire, mais il y en a qui sont vraiment extrêmement déformés. Donc il faut peut-être voir un petit peu la tension de ces cadres pour avoir des cadres un peu plus propres. Ici on le voit bien, ici on a un bombé ici qui va rendre difficile la mise en place de la feuille de cire. Donc je vais retirer ces crémaillères et les remplacer ici par un élément, donc ici à bande lisse. Donc là c'est pour une ruche 10 cadres, j'en ai pour des ruches 6 cadres. Donc remplacer les crémaillères par des bandes lisses. Également donc ajouter des portes. Et pour garantir l'espacement entre les cadres, j'utilise des petits écarteurs Hoffman en plastique. Il suffit de venir clipser à l'intérieur du cadre. L'avantage, hein, c'est qu'on les met, on les retire facilement. Et donc si un jour je suis amené à vendre un essaim à quelqu'un qui veut travailler sur des bandes à crémaillère, en crémaillère, il aura simplement à venir retirer cet élément en plastique et il sera directement sur des cadres droits. On n'a pas de porte d'entrée, donc ça je vais les rajouter. Et puis on a l'avantage ici d'avoir une planche d'envol qui va faciliter le décollage et l'atterrissage des abeilles. Donc c'est quand même une ruche de bonne qualité avec quasiment tous les éléments nécessaires. Ces ruches sont pré-traitées à l'huile de lin en une couche. Donc on a déjà un premier traitement. Je vais toutes les reprendre donc avec une deuxième ou une troisième couche d'huile de lin. Alors pour la protection du bois, on peut utiliser l'huile de lin ou des peintures spéciales ruches ou des peintures suédoises. Moi j'aime bien l'huile de lin. Ça fait des jolies couleurs et puis ça protège de matière assez naturelle les ruches. Donc maintenant concernant l'analyse du nourrisseur en plastique, hein, donc c'est un nourrisseur qui permet donc d'apporter des sirops de nourrissement à l'hiver, donc il n'y a pas de problème là-dessus, ça fonctionne très bien. Il est relativement bien aux dimensions de la ruche, un petit coup de cutter et donc on pourra le mettre exactement aux dimensions de la ruche pour une bonne fermeture du toit. L'inconvénient principal que j'observe, c'est qu'il n'est pas possible de le retourner pour faire du nourrissement solide. Souvent en hiver, quand je vais mettre du candi, j'aime bien que le candi soit en contact direct avec la grappe d'abeille. Et donc du coup, je mets le candi directement ici sur les cadres et je retourne le nourrisseur par-dessus. Et là, on a des trous d'air. Hein, il n'y a pas un ajustement parfait, ce qui fait que je ne pourrais pas utiliser cette technique-là. Mais cependant, hein, il y a un bouchon qui est prévu ici, donc pour mettre le candi qui sera en contact relativement rapproché avec la grappe. Bon, ça me fera un petit changement sur mon mode de fonctionnement vis-à-vis du nourrissement d'hiver. Habituellement, donc j'utilise des nourrisseurs en bois, et ces nourrisseurs en bois ont l'avantage donc de permettre donc un nourrissement liquide facile, comme ceci, et également un nourrissement solide avec du candi en retournant le nourrisseur. Je pense pas que ce soit un problème fondamental de passer par le petit trou.
ça sera plus dur de viser la grappe avec le nourrissement, donc en espérant que les essaims soient assez costauds pour venir monter dans le nourrisseur, pour venir chercher la nourriture solide pendant l'hiver. On va passer maintenant donc au traitement, donc à une deuxième couche d'huile de lin de chacune de ces richettes. Alors, traitement à l'huile de lin des ruchettes, hein, moi j'utilise de l'huile de lin de bricolage, ici première pression à froid, donc quand même une huile de lin de bonne qualité. Je ne traite que l'extérieur des ruchettes ou des ruches, jamais l'intérieur. Je commence par le dessous pour protéger bien le bois contre l'humidité et les intempéries, le froid également, et puis après je la retourne et je m'occupe des parois extérieures et je les empile les unes après les autres. C'est parti, on va faire la première ensemble et puis après je continuerai avec les autres. Je n'utilise pas forcément de l'huile de lin chauffée. Hein, le bois absorbe bien correctement l'huile de lin sans difficulté. On peut charger fort hein, en huile de lin. C'est pas comme la peinture. Le bois va bien boire comme il faut et au bout de 2 couches, 3 couches, on sera avec une ruche parfaitement protégée pour 2 ou 3 saisons. Pas hésiter à en mettre. Il n'y aura pas de coulure. Le bois va parfaitement absorber l'huile de lin. Hop, une fois le dessous fait, je la retourne sur le toit et c'est parti pour traiter toutes les faces de la ruchette. Ça va assez vite hein, comparé à la peinture où il faut faire un tout petit peu attention à ne pas faire de coulure. Là il n'y a aucun problème de coulure, donc je ne traite vraiment que l'extérieur. L'intérieur ce seront les abeilles qui s'en occuperont, donc avec un mélange de cire et de propolis pour assainir l'intérieur de la ruche et le protéger. Et on passe à la deuxième. Voilà, en une demi-heure, donc la première couche de traitement à l'huile de lin est faite. Le rendu est vraiment très joli. Hein, ça exprime un petit peu la belle couleur du bois. Bon, il faudra voir comment ça vieillit dans le temps et après plusieurs hivers. Je vous conseille de vraiment traiter votre bois. Quand vous êtes des ruches en bois, donc traitez le bois avec de la peinture et des couches de peinture, un nombre de couches de peinture suffisant, ou avec de l'huile de lin. Ma carne aux ruches, hein, elles vivent dehors toute l'année. Les ruchettes également, donc elles voient l'été avec des fortes chaleurs de la sécheresse, l'automne avec des pluies diluviennes et puis l'hiver avec des froids. Et le bois souffre, hein, donc vraiment bien traité. Au niveau de la qualité du matériel, c'est du beau matériel. Ce fournisseur fait vraiment des belles finitions, à part sur iCadre, hein, comme on l'a déjà vu. Un petit clin d'œil donc à Fred Soula hein, qui m'a fait découvrir ce fournisseur. Si jamais tu passes par cette chaîne, un petit commentaire Fred, ça serait sympa. Et puis j'espère que tu t'en sors bien avec tous tes essaimages. Voilà, donc la suite de la vidéo, donc on va regarder comment on va cirer les cadres et les dernières finitions que je vais apporter à ces ruchettes. Donc je vais maintenant préparer les cadres, cirer les cadres. Donc première étape, je mets en place la cire sur le cadre. Donc en essayant de faire rentrer la cire dans la rainure du cadre. Et je vais me faire une série de cadres comme ça pour les cirer ensuite, pour fixer la cire ensuite par chauffage. Donc je prépare d'abord une série de cadres.
Et ensuite, je m'attaque à la fixation de la cire sur le cadre en chauffant les fils. Alors on voit ici, ce cadre est un peu déformé, et donc la cire ne rentre pas bien dans le cadre. Pour me faciliter l'introduction de la cire, hein, je vais couper une petite bande de cire en extrémité. Et je refondrai cette cire par la suite. Alors dans les précédentes vidéos, on a vu que généralement j'utilise des demi-cires sur les cadres. Et là je prépare des cadres pour les élevages d'été. Et du coup les abeilles cirières seront moins actives. Et donc pour leur faciliter le travail, je leur propose ici des cadres complètement cirés. Pour éviter qu'elles s'épuisent à fabriquer de la cire et que le cadre soit complètement construit avant l'hiver. Maintenant pour fixer la cire sur le cadre, donc sur les fils en inox, je vais utiliser un petit transformateur qui est fourni par les magasins d'apiculture, qui vont générer un court-circuit et donc vont faire chauffer les fils. Et à partir de là, la cire va fondre et va se fixer correctement sur le cadre. Donc simplement, comme ceci, on fait chauffer le fil et à partir de là, la cire est bien fixée sur le cadre. On voit ici donc le fil qui traverse la cire en fondant et donc une bonne fixation sur le cadre. Donc il faut chauffer suffisamment mais pas trop, donc pour pas que la cire que le fil transperce la cire et crée des sortes de frites de cire. Donc les autres modifications que j'apporte à la ruchette, hein, donc c'est l'ajout d'une porte ici réversible, donc avec des pitons qui me permettent de le mettre en position fermée ou de pouvoir retourner la porte en position ouverte, comme ceci. Ça me permettra également de remplacer cette porte par une porte anti-frelon au moment de la prédation du frelon asiatique. À l'avant de la ruche, je mets également donc ici des maintiens d'angle. À l'arrière de la ruche, des protecteurs d'angle. Donc ces maintiens d'angle me permettent soit de mettre le couvre-cadre, soit de mettre le nourrisseur et de le maintenir en position. Comme ceci, la ruche étant légèrement inclinée vers l'avant, sur le rucher, je n'aurai aucun risque que le nourrisseur ou le couvre-cadre glisse. Et les protecteurs d'angle, quand le nourrisseur ou le couvre-cadre sera propolisé, me permettront de passer mon couvre-cadre dessous
et de le soulever plus facilement ou passer mon couvre-cadre sous le nourrisseur sans abîmer le bois, puisque je prendrai appui sur le métal quand je soulèverai le nourrisseur ou le couvre-cadre. Donc voilà pour le matériel donc, que j'ai acheté donc, en Espagne, les modifications que j'ai apportées pour m'adapter donc à mon mode de conduite. Il me restera sur ces ruches à remplacer les crémaillères, donc sur ces ruchettes à remplacer les crémaillères par des bandes lisses et d'y ajouter les cadres pour les avoir opérationnels pour les élevages de cet été. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt sur J'aime le miel.